de te jouer, de te prêter au jeu de ces séminaires. Bah, écoute, je te laisse présenter ta conférence, te présenter toi aussi si tu veux. Ça marche. Bonjour tout le monde et merci d'être venu aujourd'hui. Donc, je suis postdoc avec Isabelle, ici au Cartel, mais avant ça, en fait, j'ai fait un doctorat à Queen's University, à Kingston, en Canada. Et la thématique de ma thèse, en fait, tournait autour de l'étude paléonéologique de l'influence du climat et du perturbation anthropique sur les frayères à saumon rouge en Colombie-Britannique. Et en fait, là, pour aujourd'hui, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur un site que j'ai étudié, mais il faut savoir que pour l'intégralité de ma thèse, j'ai étudié d'autres sites, comme celui de Babine Lake, mais je ne parlerai pas de ce site-là aujourd'hui. Et donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques informations générales pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte et les raisons pour lesquelles on mène ces études. D'abord un petit questionnaire, est-ce que vous reconnaissez ce poisson? Un saumon rouge. Voilà. Et est-ce que vous savez lequel est le mâle et lequel est la femelle? Le mâle c'est à gauche. Ouais. Dimorphisme sexuel. Voilà, tout à fait. Donc on reconnaît le mâle quand il remonte la rivière pour pondre en fait. C'est donc les saumons rouges, c'est des saumons du Pacifique qui sont anadromes, donc ils remontent les rivières depuis l'océan pour pondre dans les eaux douces. Et là, vous avez un mâle en fait qui, donc on le reconnaît avec le dos un peu bossu, le nez crochu, et la femelle qui est un peu plus jolie. Et donc, juste vite fait, en fait, le cycle de vie du saumon rouge, il se divise un peu en deux parties. Une première partie où ils passent les premières années de leur vie en fait dans leurs frayères, dans les lacs d'eau douce. Et donc, durant cette partie, jusqu'au stade de saumono, ils se nourrissent en fait des zooplanctons qui sont dans ces frayères et plus particulièrement des cladocères. Et cette partie-là de leur cycle de vie est assez importante parce que finalement, ça va leur permettre pendant cette période-là d'accumuler assez d'énergie pour pouvoir migrer jusqu'à l'océan où ils vont passer la majorité de leur vie adulte. Et ensuite, lorsqu'ils ont atteint la maturité sexuelle, ils vont revenir dans la même frayère exactement où ils étaient nés pour pondre et mourir. Donc ils sont semelles pas, c'est des poissons en fait qui ne pondent qu'une seule fois dans leur vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les saumons rouges, quand ils reviennent pour pondre, c'est pas juste un individu par-ci par-là qui revient. En fait, c'est une population entière qui revient en même temps. Et ici, vous voyez une photo en fait des carcasses de saumon après un run en Colombie-Britannique. Donc ça, j'avais pris cette photo en octobre 2016 sur Babine Lake. Et en fait, ça sent assez fort. Il y a vraiment beaucoup c'est des milliers de poissons qui reviennent en même temps, qui pondent et qui meurent. Et juste pour une petite terminologie un peu intéressante, donc il y a deux noms, il y a les floaters et les ghosts. Alors les ghosts, en fait, c'est les saumons qui nagent encore, mais ils vont mourir. Et on voit qu'ils nagent un peu dans le vide. Et c'est parce qu'en fait, les saumons rouges, quand ils commencent à migrer pour revenir dans leur frayère native, ils s'arrêtent de se nourrir. Et donc, quand ils arrivent, qu'ils pondent et tout ça, ils ont vraiment plus d'énergie et ils se laissent en fait mourir et même leur corps commence à se dégrader. Il y en a certains, ils ont des morceaux de peau qui se détachent pendant qu'ils nagent, enfin voilà. Et les floaters, en fait, c'est des carcasses qui sont remplies de gaz à cause de la décomposition à l'intérieur du corps de la carcasse et donc ils flottent dans l'eau. Et cela, il faut faire attention parce que si tu les ouvres, ils peuvent t'exploser un peu dans la figure. Donc voilà, pour la petite terminologie un peu intéressante. Et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, toutes ces carcasses qui s'accumulent dans le lac vont représenter un apport important de nutriments, surtout dans les frayères à saumon rouge, qui sont, pour la grande majorité des cas, des systèmes oligotrophes et donc pauvres en nutriments. Et ces nutriments, en plus de bénéficier en fait à la flore et à la faune du lac, elle va aussi bénéficier aux écosystèmes terrestriels alentours. Et si on se focalise donc sur
Sur les lacs, comme je viens de le dire, les nutriments vont pouvoir bénéficier en fait au développement d'algues, enfin augmenter en fait la production du lac tout simplement, et de zooplancton. Ce qui est important pour assurer en fait un apport d'énergie nécessaire pour les saumoneaux de la génération suivante. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y a vraiment une connexion entre la génération d'adultes et la génération suivante de saumoneaux qui va se développer, et la capacité aussi finalement de la frayère à saumon de la frayère à intégrer ces nutriments dans la chaîne trophique pour pouvoir assurer ce transfert d'énergie. Et donc, pour une partie de ma thèse, j'ai étudié l'impact de la farine glaciaire, donc glacial flour, sur la production justement primaire et secondaire, donc de phytoplancton et de zooplancton, des frayères à saumon rouge. Et pour étudier cette question, on a utilisé en fait les sites Seaton et Anderson Lake. Donc ces deux sites font partie du bassin versant du fleuve Fraser, qui est l'un des fleuves les plus productifs de la Colombie-Britannique. Il faut savoir qu'avant les années 1900, c'était un fleuve qui produisait presque autant que Bristol Bay en fait en Alaska. C'était vraiment, il produisait énormément de saumon. Et il y a on ne sait pas trop par rapport à la production de Seaton et Anderson Lake, par rapport à la production générale du fleuve Fraser, on ne connaît pas trop, il n'y a pas d'historique scientifique. Par contre, il y a des notes dans les bouquins d'histoire qui expliquent que certaines personnes ont vu vraiment ces deux lacs comme des lacs très très productifs de saumon. Et Seaton et Anderson Lake, en fait, il y a deux populations. Donc, il y a la population d'Anderson Lake qui pond à Gates Creek, et la population de Seaton Lake qui pond à Portage Creek. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux lacs sont en fait situés sur les territoires indigènes de la Colombie-Britannique, et donc il fait vraiment partie intégrante de la culture et de l'économie des populations qui vivent autour. Et ici, vous pouvez voir, c'est super intéressant, en fait, la façon dont ils pêchent les saumons. C'est sur la rivière Fraser, en fait, ils mettent des plateformes en bois comme ça, qui tient aussi bien que mal. Et en fait, ils les pêchent avec des épuisettes, parce qu'il y a tellement de poissons qui remontent la rivière qu'ils peuvent juste les attraper avec des épuisettes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est une région où il y a beaucoup de vent, la façon dont ils préservent la viande, en fait, ils ne la traitent pas du tout, ils la mettent juste à sécher au vent comme ça. Donc voilà, c'est vraiment des traditions qui se perpétuent depuis des années et qui font partie intégrante donc, de la culture de ces populations. Et donc, pour en revenir à nos sites, là vous devez vous demander mais pourquoi la farine glaciaire, je ne comprends pas. Je vais en venir. Alors, donc, en 1934, il y a la compagnie électrique de la Colombie-Britannique qui a vu un potentiel pour créer en fait de l'énergie électrique à partir de la rivière, en fait, en déviant de l'eau de la rivière Bridge jusqu'à Seaton Lake. Et donc, en 1934, ils ont commencé ce projet en déviant vraiment l'eau de cette rivière qui se retrouve en fait à 1200 mètres d'altitude au-dessus de Seaton Lake. Et ils ont vraiment traversé, ils ont mis un tunnel à travers les montagnes pour pouvoir dévier cette rivière. Cette rivière, l'origine de cette rivière arrive directement du glacier Bridge. Donc c'est une rivière qui est riche en farine glaciaire. Donc la farine glaciaire, c'est de la matière inorganique tout simplement qui vient de la friction en fait entre le glacier et la roche-mère sur lequel le glacier se situe, et ça produit en fait ces particules vraiment très très fines de matière inorganique qui va rester en suspension dans l'eau et qui va rendre l'eau turquoise, vraiment de la même couleur limite que ce que j'ai coloré là sur la carte, et très opaque. Ça fait un peu de l'eau assez épaisse finalement. Et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, quand ils ont commencé à dévier cette eau de la rivière, ils ont introduit en fait ce nouvel apport de farine glaciaire dans Seaton Lake. En 1954, ils ont continué le projet en construisant deux barrages, un
à la rivière Bridge pour créer une rétention d'eau pour augmenter le débit en fait, de la dérivation, et un à Seton Lake pour un peu réguler pareil le débit de l'eau du lac, comme ils changent en fait complètement l'hydrologie du lac. Et ils ont terminé le projet en fait en 1960 en augmentant un peu plus de nouveau l'apport le débit de la dérivation et donc l'apport de farine glaciaire. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voilà ces deux lacs, donc déjà ces deux sites sont des sites d'études magnifiques. Mais ce qu'on peut voir par exemple sur cette photo, c'est qu'on a Seton Lake derrière qui est quand même assez finalement turbide, il a cette couleur un peu turquoise, comparé à Anderson Lake qui est un peu plus clair, Et sachant qu'avant la dérivation, en fait, l'afflux majeur venant dans Seton Lake venait d'Anderson Lake via le Seton Portage. Donc on peut s'imaginer que normalement, à l'origine, avant la dérivation, la couleur de l'eau de Seton Lake était probablement similaire à celle d'Anderson Lake. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucune donnée pour vraiment savoir ça. Et ici, vous avez une autre photo en fait, de la dérivation. En fait, c'est la station à l'arrivée de la dérivation dans Seton Lake, et vous pouvez voir vraiment l'apport de farine glaciaire qui arrive dans le lac. Et la différence du coup de couleur entre en amont de la diversion et en aval de la diversion. En plus, c'est une région aussi qui, comme beaucoup d'autres régions dans le monde, est exposée à des changements climatiques. Ici, dans le cas de Seton et Anderson Lake, on se retrouve avec une augmentation de 1,1 degré Celsius par siècle. Donc, une région assez finalement influencée par le changement climatique. Et donc, déjà pour commencer à étudier l'impact de cet apport de farine glaciaire sur les frayères à saumon rouge, on a prélevé des données limnologiques en 2014, 2015 et 2016 dans Seton Lake et Anderson Lake. Alors, la raison pour laquelle on a aussi prélevé dans Anderson Lake, c'est parce qu'on l'utilise un peu comme un contrôle qui n'a pas été impacté par la dérivation, mais qui potentiellement pourrait montrer des changements qui sont dus plutôt au climat. Et donc, effectivement, Anderson Lake est situé, a une morphologie assez similaire à Seton Lake, et en plus de ça, comme il est situé juste à côté, on a un lac qui est finalement exposé à des conditions climatiques assez similaires. Et c'est un lac qui est situé en amont de la dérivation, donc qui n'est pas impacté par la dérivation. Donc pour les premiers résultats, on a regardé la profondeur de la zone euphotique et la turbidité des deux lacs. Donc la façon de lire ces graphiques, en fait, on a la moyenne pour chaque mois, pour les années 2015, 2014 et 2016. Et on a poulé ensemble finalement les deux stations limnologiques. À la base, on avait séparé, on avait prélevé dans deux stations pour voir s'il n'y avait pas un gradient d'effet. Plus on s'approche de la diversion et plus on s'éloigne de la diversion. Et finalement, il n'y avait pas de différence significative, donc on les a poulés ensemble, les résultats des deux stations limnologiques. Et vous avez donc les résultats pour Seton Lake en gris et pour Anderson Lake en pointillé bleu. Donc, ce qu'on peut voir déjà avec la zone euphotique, donc ici vous avez la surface à 0 et 40 mètres, la zone euphotique de Seton Lake est 11 mètres en moyenne, 11 mètres moins profonde que Anderson Lake. Au niveau de turbidité, on a une turbidité qui est significativement plus élevée. Lorsqu'on a regardé les nutriments, on n'avait pas vraiment de différence significative entre les deux lacs. La production primaire dans Anderson Lake était significativement plus élevée pendant les mois d'été, donc juillet, août, septembre. Et la densité de zooplancton était significativement plus élevée tout le long de l'année dans Anderson Lake comparé à Seton Lake. Sachant que pour les zooplanctons, pour les saumonaux, les cladocères sont vraiment préférentiellement sélectionnés. On a regardé la densité et la biomasse des cladocères dans ces deux lacs et on a pu constater que pendant les mois de mai et juin, qui sont des mois assez critiques pendant lesquels les saumonaux se nourrissent assez intensément,
on peut voir une différence significative entre les deux lacs avec Cétanec qui a une densité et une biomasse moindre. Donc, pour résumer les données limnologiques, on a une pénétration de la lumière moins profonde, une production primaire moindre et une réduction des zooplanctons dans Cétanec comparé à Anderson Lake. Est-ce que cela est dû à la dérivation? On ne peut pas vraiment répondre à cette question car aujourd'hui, ces données elles ont été collectées après que la dérivation ait été mise en place. Et donc, c'est là que la paléolimnologie rentre pour nous aider à répondre à cette question. Donc, nous avons pris 3 carottes sédimentaires dans Cétanec et 2 carottes sédimentaires dans Anderson Lake. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la paléolimnologie, c'est l'étude des sédiments des lacs. Donc on utilise tout ce qui est les données géochimiques, physico-chimiques et biologiques prélevées dans l'archive sédimentaire pour reconstruire l'état écologique des lacs et de son environnement alentour. Donc tout ce qui se préserve en fait dans l'archive sédimentaire va pouvoir nous donner des informations en fait sur l'état écologique du lac ou de l'écosystème alentour à un instant T. Et donc on peut donc prélever des carottes sédimentaires, garder l'archive sédimentaire en ordre, donc avec le dessus de la carotte qui est la plus récente, les temps qui correspondent aux temps les plus récents, et le bas de la carotte qui correspond aux temps plus anciens. Et donc lorsqu'on a une jolie carotte, on est content paléolimnologiste. Donc voilà. Et pour remettre en perspective un peu, on a vraiment une échelle de temps différente, car en limnologie, les données limnologiques, on peut en général avoir des données sur les heures, les jours, les saisons, peut-être les années, quelquefois les décennies, comme avec par exemple le programme OLA. Par contre, la paléolimnologie nous permet vraiment de remonter encore plus dans le temps, à des siècles et des millénaires, et donc à répondre à des questions un peu plus pertinentes pour, par exemple, ce cas-là de la dérivation de la rivière Bridge, qui a été dérivée il y a bien longtemps, et donc dont on n'a pas les données avant. Et donc, pour en revenir à Cétan et Anderson Lake, on a pris donc 3 carottes à Cétan Lake et 2 carottes à Anderson Lake pour de nouveau voir s'il y a un effet gradient en fait de la dérivation sur le lac, étant donné que c'est quand même des lacs qui sont 20 km de long, et donc on pourrait voir vraiment un effet plus important sur les carottes la carotte qui se trouve plus près de la dérivation comparée aux carottes qui se trouvent plus éloignées. Et donc on a étudié les communautés fossilisées des phytoplanctons et zooplanctons de ces 2 lacs. Donc le premier graphe vous montre l'évolution des flux de diatomées, des fossiles de diatomées dans les carottes, les 5 carottes qu'on a prélevées avec Anderson Lake au-dessus, les 2 graphes du dessus, et les 3 carottes de Cétan Lake vers le bas. Donc les diatomées, on les a exprimées en flux pour vraiment prendre en compte ce changement en sédimentation qui a été de Cétan Lake. En fait, comme vous pouvez vous l'imaginer, comme il y a eu un apport de farine glaciaire, on a vraiment un changement de sédimentation, de taux de sédimentation qui s'est mis en place dans Cétan Lake, et donc on a dû les prendre en compte dans nos calculs. Donc ici vous pouvez voir que les flux de diatomées finalement ils sont assez constants dans les 2 carottes d'Anderson Lake. Par contre les carottes de Cétan Lake montrent toutes une diminution importante des flux de diatomées qui correspond au timing de la dérivation, de la mise en place de la dérivation, donc entre les années 1930 et 1960. On a aussi regardé la composition de la communauté des diatomées. Donc ici, c'est la composition de la communauté des diatomées du lac Cétan. La façon de lire le graphe ici, c'est vous avez un graphe pour chaque espèce qui montre en fait l'abondance relative de chaque espèce le long au cours du temps en fait, depuis 1800 à aujourd'hui. Et donc, on a fait une analyse de cluster hiérarchique. Donc, on a pu identifier 3 périodes
de changement de la communauté des diatomées, avec une première période qui correspond aux années entre les années 1950 et 1960, donc correspond à la diversion, et on a pu constater en fait une diminution de la diatomée Lundivia ocellata et une augmentation des diatomées planctoniques Flagellaria et Asterionella formosa. Donc ce signal pourrait être associé à une diminution en fait, de la lumière, de la pénétration de la lumière dans le lac, étant donné que L. ocellata est souvent retrouvée dans le deep chlorophylle maximum, dans une couche assez profonde et, du lac, et donc si on apporte de la farine glaciaire, ce deep chlorophylle maximum peut potentiellement être diminué et donc diminuer la compétition en fait, de L. ocellata en comparaison aux autres espèces de diatomées. Et donc ça c'est pour l'impact finalement de la diversion dans cette année. Et aussi on a pu identifier une autre zone de changement aux alentours des années 1980 avec une augmentation de Disclota stalagera et Lindevia comensis. Ces deux espèces de diatomées sont des espèces en fait qui partout dans beaucoup de lacs finalement de l'Amérique du Nord, on a observé une augmentation de ces deux espèces et ça a été mis en perspective en fait avec les changements de dynamique thermique de ces lacs. Donc on a beaucoup de lacs qui aujourd'hui ont une période de couverture de glace plus courte ou des périodes en été de stratification plus intense qui permettraient à Disclota stalagera et Lindevia comensis d'être plus compétitives comparées à d'autres espèces de diatomées. Donc, on en a conclu que potentiellement cette augmentation dans cette année était de ces deux espèces aux alentours des années 1980 était plus reliée à un changement de la dynamique thermique du lac plutôt que de la diversion finalement. Et les changements de communauté observés dans les lacs Anderson a un peu solidifié notre conclusion car on observait le même signal avec une augmentation de Lindevia comensis qui, elle, cette espèce n'était carrément pas présente avant les années 1980 et on la retrouve très abondante, elle devient même dominante, des espèces dominantes dans le lac Anderson suivant les années 1980. Donc notre hypothèse, c'était vraiment que ce signal était relié à une modification de la dynamique thermique des lacs. Après, on n'a pas de données vraiment sur cette dynamique de ces lacs, parce qu'on n'a pas de données sur le long terme. Par contre, j'ai pu discuter un peu avec des personnes qui vivaient autour de ces lacs dans les années 1950 et 60. Et ces lacs, autrefois, avaient tendance à se couvrir de glace. Et il y a certaines personnes qui m'ont raconté qu'ils conduisaient avec leur voiture sur les lacs et tiraient leurs enfants sur des patins à glace. Donc vraiment une couche sûrement assez épaisse pour pouvoir supporter le poids de la voiture, quoi. Aujourd'hui, ces lacs, on le sait, ils sont plus couverts de glace, ils ne se couvrent plus du tout de glace en hiver. Donc on n'a pas vraiment de données exactes, mais tout ça ensemble nous permet un peu d'associer cette augmentation à la dynamique thermique des lacs. Donc pour conclure cet aspect sur les diatomées, on a une réduction des flux sédimentaires de diatomées et modification de la composition des communautés de diatomées suite à l'import de farine glaciaire, mais aussi en réponse à des changements de la dynamique thermale des lacs. On a fait la même étude, les mêmes analyses sur les cladocères, et on a pu constater, comme pour les diatomées, une diminution des flux de cladocères dans les 3 carottes sédimentaires de Seton Lake, aux alentours de nouveau de la mise en place de la dérivation, tandis que Anderson Lake montre des flux assez constants et même une petite augmentation finalement des flux dans les temps un peu plus récents.
Donc même si cette diminution, elle est quand même beaucoup moins, elle n'est pas aussi prononcée en fait finalement que pour les diatomées, elle est quand même présente. Et pour ce qui est de l'identification des espèces de cladocères, donc les deux espèces dominantes, c'était les Bosmina et les Daphnides, qui sont des espèces finalement communes aux frayères à saumon rouge et souvent dominantes dans ces lacs. J'ai pas pu en fait vraiment identifier des changements de communauté suite à la mise en place de la dérivation, car après la dérivation, en fait, les fossiles étaient tellement peu nombreux qu'on ne pouvait pas vraiment avoir une idée assez précise de changements de communauté après cette dérivation. Mais en tout cas, avant la dérivation, les deux espèces dominantes, c'était vraiment les Daphnides et les Bosminides. Donc pour conclure sur ce côté, sur cet aspect zooplancton, on a une réduction des zooplanctons dans les lacs cétones à la suite de l'implémentation du projet de diversion et une quantité de cladocères, notamment des daphnias pour ce qui est des données limnologiques, en fait, réduite. Et donc pour conclure un peu sur l'aspect de l'influence de la farine glaciaire sur les frayères à saumon rouge, on a la farine glaciaire, donc de nouveau, vraiment, ça rend l'eau vraiment très turquoise et opaque. Et on a donc potentiellement une réduction de la pénétration de la lumière dans la colonne d'eau qui va donc influencer la production de phytoplancton dans ces lacs et donc réduire la production primaire et finalement potentiellement avoir un effet cascade sur les zooplanctons et sur les saumonaux. Si on a cet effet cascade, on peut imaginer que cette réduction de saumonaux, s'ils n'ont pas assez d'énergie, pour accumuler d'énergie pour, par exemple, survivre la migration vers les océans, tout ça, on peut imaginer que ces populations, donc, si elles sont réduites, elles vont ensuite notamment apporter moins de nutriments finalement dans ces systèmes. Et donc, ça peut vraiment impliquer une boucle rétroactive en fait, négative sur ces lacs. De plus, il semblerait que cet apport de farine glaciaire, finalement, elle réduise la capacité du lac à intégrer ces nutriments. Parce que si la lumière devient le facteur limitant le plus important au-dessus des nutriments finalement pour la production primaire, on va potentiellement avoir une déconnexion en fait du flux d'énergie entre les générations adultes et les générations suivantes qui vont suivre. Ça c'est vraiment une histoire, enfin une schématique assez simplifiée du système finalement, parce qu'il y a eu aussi des études qui ont été faites bien sûr sur les saumons, sur les populations de saumons des lacs Seton et Anderson, et ce qu'on a pu constater, c'est que les poissons finalement de Seton, ils avaient tendance à être plus gros que ceux d'Anderson, donc c'était intéressant, parce qu'on s'est dit, bah, c'est bizarre, il y a moins de nourriture mais ils sont plus gros. Et on a constaté aussi que certains poissons du lac Anderson en fait migraient dans le lac Seton pour rester et grandir pendant les premières années de leur vie dans le lac Seton. Et du coup on s'est dit ah, mais c'est bizarre. Alors il y a plusieurs hypothèses qui s'offrent à nous. Alors la première c'est pourquoi est-ce qu'ils sont plus gros potentiellement. Donc il y a comme je vous l'ai présenté au début de la présentation, en fait il y a le barrage au niveau du lac Seton. Et ils ont mis une échelle en fait, pour permettre aux poissons de passer, mais ça potentiellement sélectionne pour des individus qui sont un peu plus compétitifs et donc potentiellement plus gros. Est-ce que le fait que les saumonaux de Anderson Lake viennent finalement dans Seton Lake, est-ce que l'apport de farine glaciaire crée pas en fait finalement un abri pour ces saumonaux pour la compétition, contre la prédation en fait de ces petits poissons par les autres espèces de poissons présentes dans Seton et Anderson Lake?
toutes ces questions, en fait, on est encore en train d'y réfléchir et d'y répondre petit à petit avec des études supplémentaires. Et donc, voilà, je vous remercie d'avoir pris ce temps de m'écouter et c'était les conclusions un peu de cette première étude qui a été menée pour le premier chapitre de mon doctorat. Et donc je voulais remercier aussi tous mes collaborateurs et collègues qui m'ont permis de mener à bien ce projet, ainsi que les sources de financement et support pour les données, tout ça. Donc merci beaucoup et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.